Un chef blanc refuse de servir une cliente noire, puis découvre qu'elle est critique gastronomique. La porte du restaurant s'ouvre lentement, un léger tintement résonne dans l'air calme du soir. Une brise fraîche s'engouffre, apportant avec elle des senteurs de cuisine raffinée et de plats exotiques, un parfum de sophistication. Le restaurant se trouve dans un quartier huppé de Paris, où l'élite culinaire et les chefs réputés se côtoient. À l'intérieur, l'atmosphère est chic, feutrée, presque irréelle. Les murs sont décorés de toiles modernes, et les tables sont disposées avec une précision méticuleuse, comme si chaque objet avait une place définie, tout comme les invités qui s'y trouvent. Il n'y a pas de place pour l'erreur ici. Chaque plat, chaque geste, chaque regard compte. Dans le coin de la pièce, Laure, la chef du restaurant, est dans sa zone, le cœur du feu de la cuisine. Elle dirige son équipe avec une précision presque militaire, surveillant chaque détail, chaque assiette, s'assurant que tout soit parfait. Elle est fière de son établissement, de sa réputation bâtie à la sueur de son front, et de la clientèle prestigieuse qui se presse à ses portes chaque soir. Aujourd'hui, comme tous les autres soirs, elle se tient debout, dominante, une toque impeccablement placée sur la tête, prête à faire briller son talent. Mais rien ne la prépare à ce qui va se passer ce soir. Sophia entre dans le restaurant, un léger sourire aux lèvres, mais une profonde fatigue dans ses yeux. Elle porte une robe élégante mais discrète, son regard déterminé se fige un instant sur la façade du restaurant avant qu'elle ne pousse la porte. Elle est prête à découvrir une nouvelle expérience culinaire, comme elle en a l'habitude, mais ce n'est pas un simple dîner pour elle. Elle est critique culinaire, reconnue dans tout Paris pour ses évaluations justes, parfois sévères, mais toujours fondées sur des années d'expérience et de connaissances. Ce soir, elle est ici pour une seule raison, tester un restaurant dont tout le monde parle, un restaurant que tout le monde veut essayer, mais que personne n'ose critiquer. Un restaurant où la perfection est le seul standard accepté. Pourtant, ce soir, elle ressent un malaise qu'elle ne saurait expliquer. Un pressentiment étrange l'envahit. Elle se dirige vers l'hôtesse qui l'attend près de la porte. L'hôtesse, jeune, souriante mais quelque peu distante, regarde ses notes sans vraiment prêter attention à Sophia. « Bonsoir, vous avez une réservation ?» demande l'hôtesse d'une voix presque trop polie. « Oui, Sophia Dubois », répond Sophia, souriante, avec l'assurance que son nom suffit à ouvrir toutes les portes. Mais l'hôtesse ne semble pas avoir l'air aussi confiante. « Une réservation, vous dites ? Excusez-moi un instant. » L'hôtesse regarde ses papiers, fait une moue confuse, puis lève les yeux vers Sophia. « Je suis désolé, mais il semble qu'il y ait un problème. Il n'y a pas de réservation à votre nom. » Un léger frisson parcourt le dos de Sophia, mais elle garde son calme. Elle sort son téléphone, consulter les détails de sa réservation. « Je suis sûre que ma réservation a bien été confirmée. Regardez ici, » dit-elle, montrant l'écran de son téléphone à l'hôtesse. L'hôtesse jette un coup d'œil au téléphone, puis à Sophia. Il y a une pause, une hésitation presque imperceptible, mais suffisamment évidente pour Sophia. Finalement, l'hôtesse se contente de sourire, un sourire un peu trop poli, un sourire qui ne fait pas entièrement son travail. « Je suis désolé, mais malheureusement, nous n'avons plus de place. Peut-être que je pourrais vous proposer une table à l'extérieur, mais c'est la seule disponibilité. » Elle fait un geste vague vers l'extérieur, où la terrasse est partiellement remplie, mais pas pleine. Sophia se fige un instant. Elle regarde autour d'elle, contemplant l'élégance du restaurant, puis tourne son regard vers la terrasse, où les autres clients sont confortablement installés, entourés de chaleur et de luxe. Elle sait que l'hôtesse vient de prendre une décision qui pourrait affecter plus que sa soirée. Elle hésite, se demande si elle doit laisser passer ou insister, mais quelque chose dans son esprit lui dit de jouer le jeu. Elle accepte. « Très bien, je vais m'installer dehors, » dit-elle simplement, son ton calme mais tranchant. Elle se dirige vers la terrasse, ne quittant pas des yeux l'hôtesse qui, visiblement, semble soulagée de l'avoir expédiée si rapidement. Mais Sophia remarque aussi la façon dont l'hôtesse a évité son regard. Elle s'installe à une petite table, en retrait, là où elle sait qu'on ne la remarquera pas. Et c'est là, à cet instant précis, qu'elle comprend que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans un restaurant haut de gamme, et ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit un traitement un peu froid. Mais ce soir, il y a une différence. Un regard particulier, une distance particulière, qui semble imprégner l'air autour d'elle. De l'intérieur du restaurant, Laure aperçoit la silhouette de Sophia qui s'installe à la terrasse. Elle la scrute un instant, un peu trop intensément, un peu trop curieusement. Mais elle ne fait rien.
Elle se détourne rapidement et retourne à sa cuisine, prête à superviser la préparation des plats. Ce n'est pas le moment de s'attarder sur des détails sans importance. Sofia s'installe confortablement à la table, observant les plats qui passent dans le restaurant, chaque assiette perfectionnée, chaque mouvement des serveurs et de la chef dans la cuisine. Elle ne peut s'empêcher de ressentir une légère irritation. Il y a quelque chose qui la dérange, quelque chose qu'elle ne parvient pas à identifier. Peut-être est-ce la façon dont les serveurs passent sans même la regarder, comme si elle n'était qu'un fantôme, un intrus. Peut-être est-ce l'ambiance de distinction qui flotte dans l'air, cette barrière invisible qui semble exclure les gens comme elle, ceux qui ne répondent pas à un certain critère. Un serveur s'approche finalement, son visage figé dans une expression qu'il semble avoir pratiquée pour ne jamais être trop amical, trop humain. « Que puis-je vous servir, madame ?» demande-t-il d'une voix sans émotion. « Un verre de vin blanc, s'il vous plaît », répond Sofia, essayant de rester calme. Le serveur s'éloigne, et Sofia reprend son observation des lieux. Elle sait que le service sera impeccable. Mais elle se sent de plus en plus étrangère dans ce monde-là, un monde réservé à ceux qui ont les bons codes, les bonnes apparences, les bonnes adresses. Un monde qui ne la comprend pas. Pendant ce temps, à l'intérieur du restaurant, Laure est concentrée sur sa cuisine. Un de ses chefs de partie l'informe que la commande pour la table de la terrasse vient de partir. Un dîner simple mais exigeant en présentation. Laure hoche la tête, prenant note de chaque détail, un chef exigeant comme toujours. Mais son regard se pose à nouveau sur la terrasse. Elle aperçoit Sofia, qui est en train de jeter un coup d'œil à son téléphone, probablement en train de prendre des notes pour sa critique. Cela la dérange. Pas la critique en elle-même. Mais Sofia. Laure n'aime pas l'idée d'être jugée. Elle déteste l'idée d'avoir quelque chose à prouver. Dans son esprit, il y a un espace réservé aux gens qui ont mérité leur place, aux gens qui respectent les codes de la haute gastronomie. Et Sofia, bien que discrète et calme, ne fait pas partie de cette catégorie. Elle semble être l'antithèse de l'élite culinaire que Laure a bâtie autour d'elle. Sofia sirote son vin blanc d'un air détaché, comme si elle essayait de garder son calme face à l'atmosphère tendue qui semble l'entourer. Mais malgré sa tranquillité apparente, une question tourne dans sa tête. Pourquoi ce traitement ? Pourquoi elle ? Elle sait qu'elle ne s'est jamais fait particulièrement remarquer dans un restaurant, ni par son apparence ni par son attitude. Elle est juste une critique culinaire, là pour faire son travail, évaluer les saveurs, l'ambiance, la présentation des plats. Pourtant, ici, à cet instant précis, tout semble différent. Elle observe les autres clients autour d'elle, des hommes en costume impeccable, des femmes élégantes qui rient et boivent du vin, des gens qui semblent avoir été invités à un événement exclusif. Et elle, seule à sa table, sent qu'elle ne fait pas partie de ce monde. Elle se demande si c'est parce qu'elle est une critique, une intruse, ou si c'est à cause de sa peau. Elle a vécu assez d'expériences similaires pour savoir que la question du racisme, même dans des lieux raffinés comme celui-ci, n'est jamais loin. Elle essaie de ne pas trop y penser. Elle décide de se concentrer sur l'aspect technique du restaurant, la présentation des plats, la créativité du chef, les arômes. Mais tout cela semble teinté de frustration. Chaque élément qu'elle perçoit semble plus fade, plus froid. L'hostilité dans l'air la dérange. À l'intérieur, Laure est plus concentrée que jamais. Elle parcourt la cuisine avec une maîtrise totale. Les chefs de partie travaillent en silence, le rythme est effervescent mais ordonné. Elle est le cœur battant du restaurant, l'âme de chaque plat qui quitte ses cuisines. Pourtant, une question s'installe dans son esprit. Pourquoi a-t-elle jeté ce regard sur Sofia à l'entrée ? Pourquoi son instinct lui a-t-il dit qu'il y avait quelque chose de différent à propos de cette cliente ? Est-ce que c'est son regard, sa manière de s'installer ? Laure n'est pas du genre à se laisser perturber par des détails comme cela, mais quelque chose lui dit qu'elle devrait faire attention. Elle regarde une dernière fois la terrasse. Sofia est toujours là, concentrée sur son téléphone, semblant chercher quelque chose. Laure ressent une pointe de colère qui monte en elle. Peut-être qu'elle est juste une critique, une de ces personnes qui se croient supérieures, qui cherchent des défauts là où il n'y en a pas. Mais Laure sait aussi que dans ce monde impitoyable de la haute gastronomie, chaque critique compte. Et parfois, une mauvaise critique peut faire des ravages. La serveuse revient vers Sofia pour lui demander si elle veut autre chose. Sofia, un peu lasse de cette situation, répond d'un ton sec. « Oui, je vais prendre un plat du jour, s'il vous plaît. Quelque chose de simple, rien de trop élaboré. » La serveuse hoche la tête et s'éloigne sans un mot,
Mais Sofia perçoit clairement la désapprobation silencieuse dans le regard de la jeune femme. Elle se sent une fois de plus reléguée à une place moins importante, comme si ses choix n'étaient pas dignes de l'attente des cuisines d'un tel restaurant. Ce simple geste, cet air à peine perceptible, l'agace profondément. Est-ce à cause de son apparence? Ou est-ce simplement une habitude de la part de ce restaurant élitiste? Alors qu'elle attend son plat, elle ne peut s'empêcher de repenser à sa propre position dans cette société. Elle sait que, souvent, les critiques culinaires sont perçues comme des personnes distantes, froides, voire arrogantes. Mais elle ne fait que remplir son rôle, observer, analyser, rendre un jugement objectif sur la base de son expérience et de sa passion pour la nourriture. Et c'est à ce moment-là qu'elle se souvient d'un détail. Lors de sa réservation, il y avait quelque chose de étrange. Le nom du restaurant l'avait un peu dérangée, comme si elle n'y appartenait pas, comme si elle n'était pas vraiment la bienvenue. Est-ce que tout ça est juste dans sa tête? Elle secoue la tête, chassant ses pensées. Elle doit rester concentrée, garder la distance professionnelle qui lui a toujours permis de réussir dans son travail. Mais au fond d'elle, quelque chose cloche. Quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. De l'intérieur, Laure observe à nouveau la terrasse. Cette fois, c'est plus qu'une simple observation, c'est un regard. Un regard acéré, presque impitoyable. Elle observe Sofia, seule, perdue dans ses pensées. Et quelque chose change en elle. Un pressentiment lui dit qu'il ne s'agit pas simplement d'une critique culinaire. Non, il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus que cela, quelque chose qui l'échappe. Peut-être que ce n'est qu'une simple intuition, mais Laure se sent soudainement mise en alerte. Une de ses assistantes lui apporte un plat pour le service à une autre table, mais Laure ne peut s'empêcher de jeter un dernier regard vers Sofia. C'est à ce moment-là que la serveuse revient avec le plat de Sofia. Elle pose l'assiette devant elle avec une rapidité presque mécanique, mais il y a un léger manque de considération dans son geste. Sofia la remercie poliment, mais le cœur n'y est pas. Elle commence à manger, en silence. Le plat est bon, certes, mais la sensation de se retrouver dans un endroit qui ne l'accepte pas persiste, sourde et oppressante. Le temps passe. Le dîner se poursuit. Laure continue de travailler en cuisine, mais une certaine inquiétude s'installe en elle. Elle sait que les critiques culinaires comme Sofia peuvent faire ou défaire une réputation. Et même si elle se sent trop fière pour accepter l'idée que quelqu'un puisse remettre en question son art, elle ne peut s'empêcher de se demander si, cette fois, Sofia pourrait être différente des autres. Peu à peu, Laure se rend compte qu'elle ne peut pas ignorer la tension qui existe désormais. La question du racisme semble s'inviter à la table. Laure, en tant que chef, a toujours cru en l'excellence de sa cuisine et dans la pureté de son art culinaire, loin des considérations politiques ou sociales. Mais elle se rend compte qu'elle a, peut-être, involontairement contribué à un environnement où les personnes comme Sofia ne sont pas accueillies de la même manière. Le tournant. Sofia termine son repas, mais au lieu de partir comme prévu, elle s'attarde un peu. Elle pose son téléphone et observe les autres clients autour d'elle. Un autre serveur passe devant elle, un client chéri, probablement un habitué du restaurant, qui lui adresse un large sourire. Ce client est un homme blanc, bien habillé, un peu trop bruyant. Il s'installe à une table voisine. Tout à coup, il se tourne vers Sofia, comme s'il venait tout juste de la remarquer. « Vous savez, ce plat est vraiment incroyable », dit-il avec un sourire engageant. « Je suis venu ici plusieurs fois, et je n'ai jamais été déçu. » Sofia hoche la tête, un sourire mince sur les lèvres. « Oui, c'est un bon repas. Rien de spectaculaire, mais correct. » L'homme ne semble pas comprendre la nuance dans la réponse de Sofia. Il continue à parler sans vraiment lui prêter attention, presque comme si elle était un simple objet dans la conversation. Ce petit moment suffit à déclencher une vague d'irritation chez Sofia. Ce regard au-dessus d'elle, cette tentative de minimisation de sa présence, ce manque de reconnaissance. Est-ce que les gens ici se sentent supérieurs à elle juste à cause de sa peau? Tout ça, ces petites insinuations, ces gestes, ça la ronge. Elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour être traitée comme une sous-catégorie de la clientèle. La tension monte d'un cran. Sofia se lève brusquement et se dirige vers l'intérieur du restaurant, décidée à confronter ce qui la tracasse, à comprendre enfin ce qui se joue ici. Sofia avance d'un pas déterminé vers l'intérieur du restaurant, son esprit bouillonnant d'interrogation et de frustration. Elle croise le regard de l'hôtesse, qui, cette fois, semble plus gênée que d'habitude.
Mais Sophia n'a pas l'intention de s'arrêter là. Elle veut comprendre, confronter cette atmosphère pesante, cette exclusion subtile qu'elle ressent dans chaque geste, chaque regard évité. Elle se faufile entre les tables, jusqu'à la zone de la cuisine ouverte, où Laure se trouve, en pleine action, dirigeant son équipe avec une énergie implacable. Les chefs s'affairent autour d'elle, mais il y a une pause nette dans l'air quand Sophia arrive près de la ligne de service. Laure la remarque immédiatement. Elle voit Sophia qui s'arrête là, à quelques pas seulement, comme si elle attendait quelque chose. Un regard, celui que Laure avait évité jusque-là. Et c'est là, à cet instant précis, qu'elle se rencontre à travers un écran invisible mais bien palpable. Laure, visiblement surprise par l'audace de Sophia, relève un sourcil. « Est-ce que tout va bien ?» demande-t-elle, son ton un peu plus dur que d'habitude, comme si la simple présence de la critique perturbait son environnement parfait. Sophia prend une profonde inspiration. Elle se sentait un peu étourdie, prise dans l'instant, mais elle ne peut plus se retenir. « Je me demande pourquoi vous m'avez fait asseoir à l'extérieur, Laure, dit-elle, le ton calme mais chargé de tension. C'est un choix étrange, n'est-ce pas ?» Le regard de Laure se fait plus froid, presque défensif. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Ses yeux scrutent Sophia avec une intensité croissante, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. « Si vous avez une critique à faire, vous pouvez toujours la rédiger après votre repas. » Sophia se redresse, son regard devenu plus tranchant. « Oh, mais il ne s'agit pas vraiment de la critique, Laure, n'est-ce pas? C'est plus une question d'accueil. » Un accueil froid, d'un regard posé sur moi, comme si je ne faisais pas partie de ce monde. Elle laisse échapper un petit rire, amer. « Vous n'êtes pas la première à me faire sentir cela. » Les chefs autour d'elle continuent de travailler, mais l'air semble soudainement plus lourd. Le silence dans la cuisine est presque palpable, chacun attendant une réaction de la part de Laure. Laure, face à cette attaque directe, serre les poings sous son tablier. Elle n'a pas l'habitude d'être mise sur la défensive. Elle est la chef, la leader ici. Elle décide de tout, des menus à l'accueil des clients. Mais quelque chose dans les mots de Sophia, dans cette confrontation franche, la dérange profondément. Ce n'est pas la critique en soi qui la touche, mais plutôt la révélation d'une chose qu'elle n'avait peut-être jamais envisagée. « Qu'est-ce que vous essayez de dire ?» Laure finit par lâcher, son ton plus sec qu'il ne l'était au départ. « Si vous croyez que je vous ai traité différemment à cause de... » Elle s'interrompt un instant, réalisant que les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer sont justement ceux qu'elle a toujours évités. Ce mot. Racisme. Elle ne veut pas le dire. Pas ici. Pas dans son restaurant. C'est un mot lourd, un mot qui jette l'ombre sur tout ce qu'elle a construit. Mais au fond d'elle, Laure commence à comprendre. Sophia, qui capte la pause, saisit l'opportunité de continuer. « Vous n'êtes pas vraiment naïve, Laure, dit-elle d'un ton plus doux, mais sans détour. Vous devez savoir que le racisme, souvent, se cache dans les détails. Dans les gestes involontaires, les petites décisions. Ce n'est pas toujours flagrant, parfois, c'est juste un regard. Un silence. Laure reste figée un instant, les bras croisés sur sa poitrine. Elle ne sait pas quoi dire. Sophia a raison, d'une certaine manière. Elle a toujours eu cette barrière invisible entre elle et les autres, celle de la perfection, celle de l'élitisme culinaire. Mais elle ne se voyait pas comme une personne raciste. Elle avait bâti son restaurant à partir du mérite. Ce qu'elle offrait à ses clients n'avait rien à voir avec leur apparence ou leur couleur de peau. Mais Sophia, elle, semblait voir des choses que Laure avait ignorées ou volontairement ignorées. « Je ne voulais pas vous faire sentir exclu, » finit par dire Laure, sa voix plus basse maintenant. « Je n'ai jamais vu cela de cette manière. » Un silence s'installe entre elles. Les mots flottent dans l'air, comme suspendus, prêts à se déverser dans l'abîme de la compréhension mutuelle. Mais Laure, dans sa fierté, se refuse à accepter que son environnement pourrait être aussi impitoyable que celui qu'elle tente de critiquer. Pourtant, une petite voix dans sa tête commence à lui souffler qu'elle doit changer. Elle doit voir les choses différemment. C'est une question de pouvoir et de contrôle, non seulement sur la cuisine, mais aussi sur l'espace social qu'elle a créé dans son restaurant. Sophia, qui perçoit enfin le glissement dans la posture de Laure, répond doucement. « Je sais que vous n'avez pas pensé à cela, Laure. Mais il est parfois trop facile d'ignorer certaines choses. La tension est toujours palpable, mais cette confrontation semble ouvrir une brèche. »
Laure commence à se rendre compte que cette critique ne porte pas seulement sur son talent culinaire, mais sur le monde qu'elle a construit autour de lui. Peut-être que la cuisine est son domaine, mais l'hospitalité, l'accueil, cela va bien au-delà de l'art culinaire. C'est une question de valeur. Le dîner continue. Sophia termine son plat dans un silence relatif, en dehors de la conversation qu'elle vient d'avoir avec Laure. Elle sait qu'elle n'a pas résolu le problème, mais quelque chose a changé dans l'air. Il y a maintenant une prise de conscience dans la tête de Laure. Peut-être qu'un jour, cette prise de conscience se traduira par un changement réel. Peut-être pas. Mais pour l'instant, Sophia se sent un peu plus sereine. Elle se lève lentement de sa table, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. Elle fait un dernier tour du restaurant, observant la manière dont les autres clients interagissent avec le personnel, les gestes délicats, les sourires forcés. Et quelque part, elle sait que cette soirée n'est qu'un petit moment dans une histoire beaucoup plus grande. Avant de partir, elle se tourne une dernière fois vers la cuisine. Laure est toujours là, les mains posées sur le plan de travail, perdue dans ses pensées. Sophia ne sait pas si Laure comprendra pleinement tout ce qui se joue ici. Mais pour la première fois ce soir, elle a l'impression d'avoir semé une graine. Une graine qui, peut-être, finira par germer. Sophia sort du restaurant, la brise fraîche du soir lui effleurant le visage. Ses pensées sont partagées. D'un côté, elle ressent un soulagement, une petite victoire dans cette confrontation. Mais de l'autre, elle sait que les choses ne changeront pas du jour au lendemain. Le racisme dans les lieux de prestige est subtil, insidieux, souvent dissimulé sous un masque de bienveillance et d'élitisme. Elle marche dans la rue, son esprit encore bousculé, mais son cœur un peu plus léger. Elle sait qu'elle a fait son travail. Mais cette nuit, elle se rend compte que ce n'est pas seulement un repas qu'elle a évalué. Elle a testé une culture, une mentalité. Et elle sait maintenant que la critique la plus importante qu'elle puisse faire, ce n'est pas sur le plat, mais sur les attitudes invisibles qui se cachent sous la surface de ce monde culinaire. Alors que Sophia s'éloigne du restaurant, elle sent une brise fraîche sur son visage, un petit vent de libération qui balaie une partie du poids qu'elle a porté pendant toute la soirée. Mais malgré ce soulagement momentané, son esprit est toujours en effervescence. La rencontre avec Laure a été plus qu'un simple échange de paroles. C'était une confrontation silencieuse à une vérité trop souvent ignorée. Les petites discriminations quotidiennes, les gestes, les regards, les silences, tout cela s'additionne en un grand tout qui déforme la réalité. Ce n'était pas qu'un simple dîner dans un restaurant haut de gamme, c'était un microcosme du monde extérieur, un espace où les hiérarchies et les inégalités sont souvent invisibles. Elle repense à la scène dans la cuisine, à la manière dont Laure la regardait, hésitante, comme si quelque chose dans l'air venait d'être brisé. Il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. Sophia sait qu'elle ne sera jamais vue de la même manière dans cet endroit, qu'elle n'aura jamais la même place. Mais peut-être que, dans une certaine mesure, Laure aussi ne verra plus les choses de la même manière. Le lendemain matin, Sophia se réveille tôt, encore secouée par ce dîner. La conversation avec Laure continue de résonner dans son esprit. Elle se dirige directement vers son ordinateur portable, cherchant à reprendre le contrôle. Elle ouvre son blog de critique culinaire, ce site où elle a partagé ses expériences avec des milliers de lecteurs. C'est son espace à elle, son sanctuaire. Et aujourd'hui, elle sait qu'elle doit écrire. Mais pas seulement sur la qualité des plats, pas simplement sur la texture d'un dessert ou le vin servi en accompagnement. Non. Elle doit parler de ce qu'elle a ressenti. Elle commence à écrire lentement, ses doigts tapant sur le clavier avec assurance, comme si chaque mot qu'elle mettait sur l'écran était une libération. Elle sait que son public va remarquer cette critique. Elle sait aussi que certains vont la critiquer pour avoir dépassé les frontières de la simple critique gastronomique, mais aujourd'hui, elle n'en a rien à faire. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu dans ce restaurant, mérite d'être entendu. Pendant ce temps, Laure est seule dans son bureau, un espace sobre mais élégant, loin de l'agitation de la cuisine. Elle regarde à travers la fenêtre, perdue dans ses pensées. La conversation avec Sophia de la veille l'a laissée perturbée. Elle se repasse les événements encore et encore dans sa tête, mais plus elle y pense, plus elle se rend compte que Sophia avait raison. La tension, cette froideur dans l'accueil, elle l'avait perçue, mais l'avait ignorée, croyant qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Et maintenant, Laure commence à se demander si elle n'a pas créé un environnement où l'invisible s'infiltre, où des petites actions, des gestes anodins peuvent avoir un effet dévastateur sur certaines personnes. Elle se demande si son restaurant n'a pas des racines élitistes, un peu trop marquées, un peu trop visibles,
même sans intention de sa part. Elle se lève brusquement, l'irritation montant en elle. Elle n'a jamais voulu de ce genre de dilemme moral. Elle a toujours pensé qu'elle faisait les choses de la bonne manière, qu'elle donnait à ses clients le meilleur de ce qu'elle savait faire. Mais pourquoi, ce soir-là, Sophia a-t-elle senti qu'elle était traitée différemment? Elle regarde autour d'elle, comme pour chercher une réponse dans les murs de son restaurant, mais rien ne vient. La culpabilité est sourde, mais insistante. Le restaurant continue de tourner, comme d'habitude. Les chefs s'affairent, les commandes arrivent, les clients mangent et parlent. Mais quelque chose a changé dans l'air. Les employés commencent à remarquer que Laure, habituellement calme et déterminée, semble plus distante, plus absente. Il est évident qu'un changement interne est en train de se produire, bien que personne ne sache exactement ce qu'il signifie encore. Personne, sauf Laure. Elle décide de prendre une décision. Elle a besoin de parler à Sophia, de comprendre véritablement ce qui l'a poussée à réagir ainsi. Elle sait que cette confrontation n'était pas juste une critique de son restaurant, mais quelque chose de plus profond, de plus vaste. Et peut-être que, dans un geste audacieux, elle doit prendre le contrôle de cette situation de manière différente, de manière plus humaine. Quelques jours plus tard, Sophia reçoit un appel. Le numéro de Laure s'affiche sur son téléphone, et pendant un instant, elle hésite. Puis, en inspirant profondément, elle répond. « Bonjour, c'est Laure », commence la voix à l'autre bout du fil. « Je voulais vous dire que j'ai beaucoup réfléchi à notre discussion. Et je crois qu'il est important qu'on parle de tout ça, si vous êtes d'accord. » Sophia se laisse surprendre par la sincérité dans la voix de Laure. Elle n'aurait jamais imaginé que cette conversation se poursuivrait ainsi. Pourtant, quelque part, elle se sent prête. Prête à confronter la réalité, à comprendre si cette rencontre pouvait vraiment changer quelque chose dans le milieu gastronomique. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain dans un petit café, à l'extérieur du restaurant. Lorsque Sophia arrive, Laure est déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle lui fait un signe discret, et Sophia s'assoit en face d'elle. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre soir », commence Laure sans détour. « Je réalise que j'ai agi sur un réflexe de défense, mais ce n'était pas juste. Je tiens vraiment à ce que vous sachiez que je ne voulais pas vous exclure. » Sophia la regarde longuement, sans parler. Elle attend. Elle sait que ses paroles sont sincères, mais que le chemin est encore long. « Je crois que, poursuit Laure, vous avez raison sur quelque chose. L'accueil, la perception de certains clients, tout cela, ça joue un rôle plus important qu'on ne le pense. Je crois que mon restaurant a toujours été un lieu d'excellence, mais l'excellence ne doit pas se traduire par des barrières invisibles, qu'elles soient sociales ou raciales. » Sophia prend une profonde inspiration. « Vous commencez à voir, dit-elle, d'un ton plus calme. Ce n'est pas une question de culinaire, Laure. C'est une question de respect et de reconnaissance. Beaucoup de gens viennent ici et ne se sentent pas à leur place, même si c'est subtil. » Laure acquiesce, les yeux baissés, comme si elle affrontait une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée. « Je veux changer cela, dit-elle enfin, d'une voix pleine de résolution. Je veux que mon restaurant soit un espace où tout le monde se sente bienvenu. J'ai créé cet endroit pour la passion de la cuisine, mais je crois qu'il est temps de revoir ce que cela signifie vraiment. » Sophia la regarde, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Ce n'est pas encore gagné, mais le dialogue est enfin ouvert. Elle sait qu'une telle prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un début. La discussion continue encore un moment, avec de plus en plus de franchise. Le ton de la conversation est désormais plus humain, moins chargé de tension. La perspective de pouvoir transformer cette situation, de manière subtile mais significative, semble plus réelle que jamais. Lorsque Sophia quitte le café ce jour-là, elle se sent étonnamment optimiste. Elle n'a pas trouvé de solution instantanée, mais un pas a été franchi, et parfois, un petit pas peut tout changer. Le lendemain de leur rencontre, Sophia et Laure restent en contact, leur conversation ayant ouvert un espace de discussion qui se révèle plus productif qu'elle ne l'avait imaginé. Sophia, habituellement axée sur des critiques gastronomiques concrètes, se retrouve dans une position qui dépasse ses attentes. Elle devient une sorte de guide, une voix qui invite au changement, à l'introspection. Mais elle sait aussi que ce n'est pas à elle seule de porter ce fardeau. C'est un travail collectif. Les premiers changements prennent forme doucement, mais de manière palpable. Laure, qui était habituée à diriger son restaurant d'une manière très hiérarchique et souvent distante, commence à voir les choses sous un autre angle.
Elle commence par revisiter son personnel, en particulier les hôtesses et les serveurs, et leur explique l'importance d'un accueil plus inclusif. Cela signifie plus que de simples sourires. Cela implique une attention particulière aux gestes, aux paroles, au ton, et surtout, à la manière dont chaque client est perçu. Au début, il y a des résistances. Quelques employés murmurent entre eux, incrédules. Certains se demandent si Laure est devenue trop gentille, si elle a perdu son caractère de chef impitoyable qui ne tolère aucune faiblesse. Mais Laure ne s'arrête pas là. Elle commence à organiser des réunions internes, où les employés peuvent discuter de leur propre perception des clients, des attitudes qu'ils rencontrent, et surtout, de ce qu'ils ressentent dans l'atmosphère du restaurant. Elle ouvre un dialogue honnête, quelque chose qui n'était jamais venu à l'esprit de son équipe auparavant. Sophia, de son côté, continue d'écrire. Elle a consacré plusieurs articles à ses expériences récentes, mais elle ne se contente pas de critiquer des plats. Elle parle maintenant de ce qui se cache derrière les murs des restaurants prestigieux, de cette barrière invisible qui peut parfois exclure ceux qui ne correspondent pas au code non écrit. Elle décrit le changement en train de se produire chez Laure, et dans les conversations qui s'ensuivent, elle commence à percevoir un léger retournement dans la manière dont les critiques culinaires, et les restaurants eux-mêmes, abordent la question de l'inclusivité. Les réactions à ces articles sont partagées. De nombreux lecteurs expriment leur soutien, reconnaissant dans les mots de Sophia un reflet de leur propre expérience dans des lieux de haute gastronomie. Mais il y en a aussi des critiques plus acerbes. Certains la traitent de « militante » ou de « détractrice de l'art culinaire ». Pour ces derniers, il semble inconcevable que la perfection d'un restaurant puisse être critiquée sur la base de critères sociaux ou raciaux. Mais Sophia n'y prête pas attention. Elle sait que son rôle dépasse celui d'une simple critique gastronomique. Elle est en train de remettre en question les fondements même de cette culture culinaire qui exclut subtilement certaines personnes. Un mois plus tard, Laure organise un dîner spécial pour un groupe sélect de critiques culinaires, dont Sophia fait bien sûr partie. Il s'agit d'un événement destiné à marquer la fin d'une phase de transformation pour le restaurant, un moment où Laure espère montrer qu'elle est prête à embrasser un changement profond, tant dans la manière de recevoir ses clients que dans les principes sous-jacents de son établissement. Lorsqu'elle arrive, Sophia remarque immédiatement l'atmosphère différente. L'accueil est chaleureux, presque familial, mais sans perdre en élégance. Les employés ne semblent plus distants ou réservés, et l'hôtesse la regarde avec un regard qui est tout sauf froid. Elle l'amène directement à une table au centre de la salle, une position qu'elle n'aurait jamais eue avant. Sophia s'assoit, observant attentivement le lieu. Il y a quelque chose de subtil mais puissant dans la manière dont les choses sont arrangées. La lumière, l'espace, même les conversations qui flottent dans l'air semblent moins empreintes de cette hiérarchie tacite qui existait auparavant. Lors du dîner, Laure fait une apparition, s'approchant de chaque table pour échanger quelques mots avec les invités. Ce qui la frappe, c'est la légèreté de son attitude. Elle est toujours la chef, mais elle semble plus accessible, plus ouverte à la discussion. Elle prend un moment pour s'arrêter près de Sophia. « Je sais que vous m'avez critiqué pour la façon dont mon restaurant était avant », commence Laure avec un sourire. « Mais je voulais que vous voyiez le résultat du travail que nous avons fait. C'est un début, mais je suis fier de ce que nous avons accompli. » Sophia hoche la tête, une expression de respect sincère dans le regard. « Je vois une différence, Laure, dit-elle. Il y a un changement réel ici. Je suis impressionnée. » Le dîner se poursuit, et les plats arrivent dans une harmonie qu'elle n'avait pas perçue auparavant. Il y a une certaine fluidité dans la manière dont chaque plat est servi, chaque geste des serveurs semble plus intentionnel, plus réfléchi. Il est évident que le restaurant, bien qu'encore un espace de haute gastronomie, a fait un pas en avant pour inclure une variété d'expériences. Les clients, qu'ils soient célèbres ou anonymes, sont tous traités avec la même attention. Au fur et à mesure que la soirée avance, Sophia observe l'interaction entre Laure et les autres clients. Il y a des sourires plus francs, des échanges plus ouverts, un sentiment de partage qui semble avoir pris racine dans l'établissement. Ce n'est pas une révolte ni une révolution, mais une évolution discrète mais tangible. Il est évident que Laure a entrepris un travail de fond, qui ne se limite pas à des gestes extérieurs, mais touche directement à l'essence de son restaurant. En fin de soirée, Sophia se lève pour partir. Elle se dirige vers la sortie, et avant de quitter les lieux, elle jette un dernier regard autour d'elle. Cette fois, il n'y a pas de sensation de distance ni de froideur. Les clients semblent réellement apprécier ce moment, et quelque chose en elle lui dit que ce restaurant, et peut-être d'autres, pourrait être à l'aube d'une transformation plus large. Le lendemain, Sophia rédige sa critique.
Elle écrit avec une honnêteté nouvelle, reconnaissant les efforts de Laure pour rendre son restaurant plus humain, plus inclusif. Mais elle ne cache pas non plus qu'il reste du chemin à parcourir. Il y a des sous-entendus raciaux, des petites tensions invisibles, qui ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais ce n'est plus le même restaurant qu'avant. Le processus a commencé, et Sophia sait que, parfois, un petit geste peut mener à un grand changement. Elle publie son article, et dès qu'il est en ligne, les réactions affluent. Beaucoup de lecteurs notent les progrès, mais certains soulignent également qu'il reste encore des étapes cruciales à franchir. Sophia sait que ce travail n'est pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sent optimiste. Les choses peuvent changer, mais cela prend du temps, et ce petit moment de transformation dans le restaurant de Laure en est la preuve. Quelques semaines après le dîner, Sophia remarque un léger changement dans son propre monde. Son article sur le restaurant de Laure fait écho au-delà des attentes. Le public semble plus réceptif à ses critiques, en particulier celles qui portent sur l'inclusivité et les injustices sociales dissimulées dans des lieux prestigieux. Les commentaires sont unanimes. Elle a trouvé une nouvelle voie pour critiquer la gastronomie, une voie qui ne se limite pas seulement à la technique ou à la présentation des plats, mais qui va au-delà des simples aspects visibles. La discussion sur les inégalités sociales, raciales et économiques qui existent dans le milieu de la haute cuisine commence à prendre forme, portée par ces mots. Les marques de reconnaissance affluent. Plusieurs médias lui demandent des interviews, des débats sont organisés autour de ses critiques, et sa voix devient de plus en plus influente. Sophia est invitée à participer à des conventions gastronomiques, mais aussi à des panels où l'on parle de diversité et de lutte contre les discriminations dans les arts culinaires. C'est un monde dans lequel elle n'avait pas anticipé d'être impliquée. Mais aujourd'hui, il semble qu'elle soit l'une des figures montantes de ce mouvement silencieux mais puissant qui cherche à remodeler les codes du milieu. Pourtant, malgré ces nouvelles opportunités, Sophia reste fidèle à ses convictions. Elle n'est pas seulement une critique gastronomique, elle est devenue une voix pour ceux qui n'ont pas de place à la table. Ses écrits ne se contentent plus d'être des commentaires sur des plats ou des chefs. Ils sont des appels à repenser la société culinaire dans son ensemble. Chaque critique devient un acte politique, chaque article un témoignage de ce changement qu'elle espère voir se déployer dans tout le secteur. Du côté de Laure, les choses évoluent également. Les premières semaines après le dîner spécial sont difficiles. Malgré les progrès évidents dans l'accueil et l'attitude de son équipe, elle sait que tout cela ne se passe pas sans friction. Le changement est perçu différemment par certains membres de son personnel, et les pressions internes sont plus fortes qu'elle ne l'avait imaginé. Certains employés sont réticents à abandonner les anciennes méthodes de travail, plus strictes, plus formelles. Leurs visages se durcissent lorsqu'ils doivent interagir avec des clients qu'ils jugent moins raffinés ou moins prestigieux. Laure comprend que les résistances viennent de trop de silence et d'habitudes enracinées dans le milieu de la haute gastronomie. Tout le monde autour d'elle a appris à fonctionner dans un système qui valorise avant tout le prestige et la distinction, non l'humain. Elle décide alors de prendre une mesure radicale pour faire face à ces réticences. Elle organise des ateliers de formation pour tout le personnel. Ces ateliers sont animés par des experts en psychologie sociale et en gestion des conflits. Il ne s'agit plus de simplement sourire ou accueillir gentiment les clients. Il s'agit de changer l'attitude fondamentale envers l'autre, d'apprendre à comprendre et à déconstruire les biais implicites, de se libérer de la culture excluante qui règne dans les espaces de luxe. Elle ne veut plus que ses employés se sentent dans un environnement où il faut mériter sa place. Elle veut que son restaurant devienne un endroit où l'hospitalité prime avant tout. Au milieu de ce processus de transformation, Laure et Sophia continuent de se voir régulièrement. Leur relation, bien que professionnelle, est marquée par une admiration mutuelle. Si Laure a souvent eu des doutes sur la sincérité de certaines critiques, aujourd'hui elle commence à voir la vérité dans les mots de Sophia. La rencontre avec cette critique culinaire a réveillé chez elle une prise de conscience qu'elle n'avait jamais perçue avant. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un restaurant réputé ou réussi. Il s'agit de créer un espace respectueux, humain et inclusif. Sophia, de son côté, a compris qu'elle était aussi en train de participer à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Si Laure réussit à transformer son établissement, cela pourrait être un exemple pour d'autres chefs et restaurateurs dans le pays, voire à l'échelle internationale. Leurs conversations sont devenues plus profondes. Un après-midi, après un événement où Sophia a été invitée à prendre la parole sur la question de la diversité dans la gastronomie, elle se retrouve dans un café tranquille pour discuter de l'évolution du restaurant. « Je vois les effets de ce changement tous les jours », dit Laure, en jouant distraitement avec sa tasse de café. « Mais il y a toujours des moments où je doute.
Parfois, je me demande si c'est vraiment suffisant. Si on fait vraiment assez pour changer ce milieu. Sophia la regarde droit dans les yeux. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Mais tu as franchi une étape importante, Laure. Ce n'est pas juste une question de gestes extérieurs. C'est une question de mentalité. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Tout ce que tu fais ici, ça peut être une inspiration pour d'autres. Mais comment être sûr qu'il ne s'agit pas juste d'un effet de mode ? Demande Laure, en fronçant légèrement les sourcils. Comment être sûr que cela va perdurer dans le temps ? Sophia lui sourit, une lueur de confiance dans ses yeux. La mode, ça disparaît. Mais les vrais changements, ceux qui viennent du cœur, ceux qui touchent les valeurs fondamentales, ils ont plus de chances de durer. Quelques mois plus tard, le restaurant de Laure fait la une des journaux. Ce n'est pas seulement pour la qualité de sa cuisine qui reste exceptionnelle, mais pour son engagement à lutter contre les inégalités sociales dans l'industrie culinaire. Ce restaurant devient une référence, un modèle à suivre pour d'autres établissements qui cherchent à réconcilier excellence gastronomique et inclusivité. De plus en plus de critiques culinaires saluent la manière dont Laure a ouvert les portes de son restaurant à toutes les classes sociales, à tous les types de clients, sans jamais sacrifier l'expérience culinaire. Les discussions sur la diversité et l'égalité des chances commencent à prendre de l'ampleur dans les cercles gastronomiques. Des conférences sont organisées, des programmes de mentorat se créent pour offrir des opportunités à des jeunes issus de minorités sociales et raciales. Sophia, toujours dans le rôle de critique culinaire, devient aussi un porte-parole de ce mouvement plus vaste. Elle participe à des débats, écrit des articles et fait partie des pionniers qui brisent les tabous sur les discriminations dans l'industrie culinaire. La soirée où Laure et Sophia se retrouvent à nouveau, cette fois pour célébrer un événement marquant, n'est pas simplement une célébration de la réussite d'un restaurant. C'est aussi la célébration d'un changement social profond, d'une alliance qui, au départ, semblait improbable mais qui, au fil du temps, est devenue essentielle pour l'avenir de la gastronomie. La transformation a commencé, mais ce n'est qu'un début, dit Laure en levant son verre. Et je ne pourrais pas être plus fier de l'avoir fait avec vous. Sophia sourit et répond, c'est juste un pas de plus vers un monde plus juste. Mais ce pas est déjà énorme. Quelques mois après la fête en l'honneur des progrès de Laure, la situation semble avoir atteint un nouveau tournant. Le restaurant est plus que jamais un modèle de réussite, reconnu tant pour la qualité de sa cuisine que pour son approche inclusive. Mais la pression de maintenir cette image parfaite commence à se faire ressentir. Laure, toujours aussi dévouée à sa mission, sent que quelque chose commence à lui échapper. Les critiques sont en grande majorité positives, mais certains commencent à être plus critiques. Ces voix plus sceptiques mettent en question l'authenticité de la démarche, se demandant si le changement dans le restaurant n'est pas qu'un gimmick marketing. Un soir, alors que Laure s'affaire à la préparation du service dans sa cuisine, elle reçoit un message d'un critique culinaire très influent, Vincent Leclerc, une figure respectée dans le domaine. Vincent n'est pas simplement un critique gastronomique, il est un influenceur de l'industrie, un homme dont les avis peuvent faire ou détruire la réputation d'un restaurant. Son message est direct. Laure, il semble que tu aies pris un virage intéressant, mais est-ce que ce n'est pas justement un effet de mode ? Est-ce que tu n'as pas seulement voulu surfer sur la vague de l'inclusivité pour mieux vendre ? Je te propose une rencontre pour en discuter. Le message la frappe. Vincent Leclerc n'est pas un homme qui se laisse facilement impressionner, et ses mots viennent de manière incisive, comme une piqûre de rappel que le chemin qu'elle a choisi n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît. Le doute commence à s'installer dans l'esprit de Laure. Elle a consacré tellement d'efforts à faire évoluer son restaurant, à instaurer une culture d'inclusivité et d'hospitalité, qu'elle n'avait pas envisagé l'idée qu'il pourrait être perçu comme un simple produit commercial. Elle se sent prise dans une spirale de pression, où chaque succès devient une cible pour ceux qui cherchent à remettre en question les motivations des chefs et des entrepreneurs sociaux. Le lendemain, Laure appelle Sophia, l'invitant à un café pour discuter de la situation. Elle explique le message de Vincent et la manière dont cette critique a ravivé ses doutes. Je me demande si ce que je fais est vraiment authentique, ou si c'est juste un moyen de me donner une image politiquement correcte. Peut-être que j'ai été naïve de croire que tout le monde allait accepter ce changement sans arrière-pensée. Laure laisse tomber son sac sur la table, visiblement épuisée par le poids de cette réflexion. Sophia, et si on se trompait ? Et si ce changement n'était qu'une mode passagère ? Sophia, assise en face d'elle, observe Laure avec attention. C'est la première fois qu'elle la voit vraiment vulnérable, d'un doute profond qui ronge ses certitudes. Après un moment de silence, Sophia répond calmement. « Écoute, Laure,
tout changement suscite des résistances. C'est normal que certaines personnes te critiquent, surtout quelqu'un comme Vincent Leclerc. C'est un conservateur, un gardien des anciennes règles. Mais ce n'est pas pour ça que ce que tu fais est moins valable. Elle marque une pause, choisissant soigneusement ses mots. Je sais que ce changement vient du cœur, et ça, c'est ce qui est important. Les critères de l'authenticité sont différents pour chacun. Mais je crois que ce que tu as instauré ici va bien plus loin que la simple mode. Ce que tu as fait, c'est d'abord changer un environnement qui était figé dans des traditions exclusives et prétentieuses. Laure regarde Sophia, visiblement soulagée par ses paroles. Mais une question subsiste. Et si les critiques de Vincent Leclerc et d'autres étaient justifiées? Si, derrière sa propre vision de l'inclusivité, Laure avait négligé des aspects fondamentaux qui échappent à son contrôle? Quelques jours plus tard, Laure accepte la proposition de Vincent Leclerc. Elle se rend à la rencontre, déterminée à confronter ses doutes et à faire face à ce défi de manière ouverte. Le cadre de la réunion est un restaurant chic en dehors de Paris, dans un quartier où les grandes figures de la gastronomie aiment se retrouver. Vincent est déjà installé à une table, un air détaché sur le visage, comme si la question qu'il s'apprête à poser n'était qu'une formalisation de son opinion déjà formée. La conversation commence calmement, mais très vite, le ton se durcit. Tu sais, Laure, ce que tu fais est bien, mais je me demande, est-ce que tu ne sacrifies pas l'essence même de ce qu'un restaurant de haut standing doit être? L'inclusivité, c'est une belle cause, mais on ne parle pas ici de bénévolat. On parle de gastronomie, de réputation, de prestige. Et tu crois sincèrement que tu peux maintenir ce niveau de qualité tout en cherchant à plaire à tout le monde? Demande Vincent, son regard perçant fixé sur elle. Laure, d'abord sur la défensive, prend une profonde inspiration. Elle se rappelle les discussions avec Sophia, les changements qu'elle a apportés, les valeurs qu'elle a voulu incarner. Il ne s'agit pas seulement de plaire, mais de répondre à un besoin plus profond, celui de rendre la gastronomie accessible à tous, de bousculer les standards. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde, Vincent, répond-elle, d'un ton plus affirmé. Je cherche à créer un espace où chaque personne, quelle que soit son origine, puisse se sentir respectée et valorisée. Et oui, cela demande de repenser la manière dont les choses ont toujours été faites, mais je crois que c'est ce qu'il faut pour faire évoluer ce secteur. Vincent secoue la tête, un sourire ironique sur les lèvres. Tu parles d'évolution, mais parfois, l'évolution n'est qu'un effet de mode. Et les modes, Laure, ça se démode. Alors je te pose la question. Jusqu'où es-tu prête à aller pour prouver que ce n'est pas qu'un effet de mode? La rencontre avec Vincent Leclerc a laissé une empreinte dans l'esprit de Laure. Elle se sent plus déterminée que jamais à prouver que sa démarche n'est pas un gimmick. Mais elle se rend aussi compte que ce chemin ne sera pas sans obstacle. Il n'y a pas de place pour la complaisance dans l'industrie culinaire. Si elle veut que son restaurant devienne un vrai modèle de transformation, elle devra continuer à briser les codes, et surtout, faire face à la réalité du monde culinaire. Un monde qui se nourrit d'élitisme et qui accepte difficilement l'innovation radicale. Le lendemain, Laure rencontre Sophia pour discuter de l'entretien avec Vincent. Il m'a vraiment mise au défi, dit-elle, son ton toujours un peu grave. Mais je crois qu'il a raison sur un point. Il ne suffit pas de changer l'accueil ou la présentation des plats. Ce changement doit être plus profond. Il doit inclure chaque aspect du restaurant, chaque décision, chaque interaction. Ce n'est pas juste un changement dans les gestes, c'est un changement structurel. Sophia lui répond, avec un sourire calme mais confiant. C'est exactement ce que je pensais. Tu as déjà fait un pas énorme, mais pour aller plus loin, tu dois repenser la culture du restaurant, du fond en haut. Ce n'est pas seulement l'accueil des clients qui doit changer, c'est tout l'environnement qui doit se réorganiser. Cela peut sembler difficile, mais c'est comme dans un plat. Tout doit être en équilibre. Laure se retrouve dans une position délicate. Le déjeuner avec Vincent Leclerc l'a profondément secouée, mais il a aussi allumé une flamme de défi en elle. Son restaurant est désormais connu pour son approche inclusive, mais le coup de pression qu'elle a reçu l'oblige à remettre en question ses méthodes et ses choix. Elle ne peut pas se contenter de répondre aux critiques par des paroles. Elle doit prouver, par ses actes, que sa vision est authentique et durable. La soirée qui suit, Laure se rend au restaurant, le cœur lourd mais résolu. L'atmosphère à l'intérieur est toujours accueillante, toujours chaleureuse, mais elle se rend compte qu'il manque encore quelque chose. Ses employés, bien que plus accueillants, continuent d'être prisonniers des anciens codes. Il y a encore des moments où des mots déplacés ou des regards juges se glissent entre les convives et le personnel. Il y a des hiérarchies qui persistent en coulisses, comme un spectre invisible, mais bien réel.
Elle prend une décision audacieuse, repenser complètement le recrutement et la formation de ses employés. Elle engage un consultant spécialisé en diversité et inclusivité pour revoir l'ensemble de ses pratiques internes. Elle impose aussi une série de réunions et de formations sur la culturalité et la psychologie sociale. Mais elle va plus loin. Elle décide d'ouvrir une bourse de stage pour des jeunes issus de milieux modestes, souvent exclus de l'accès aux formations culinaires de qualité. Le but est simple, recruter des talents diversifiés, non seulement sur le plan racial, mais aussi sur le plan social et géographique. La transformation ne se limite pas à l'extérieur du restaurant, mais commence à envahir les structures internes, des fondations même de son établissement. Chaque employé, qu'il soit en cuisine ou en salle, est désormais partie intégrante de ce projet, de cette vision commune. Le changement est perceptible, mais il n'est pas facile. Dès la première semaine de mise en œuvre de ces nouvelles politiques, Laure fait face à des résistances internes. Certains de ses employés sont méfiants. Ils se demandent si ce changement radical, cette volonté de repenser tout ne risque pas de détruire ce qui a fait le succès du restaurant, l'excellence culinaire. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ?» lui demande Pierre, un chef de partie âgé de plus de 20 ans dans la maison. On risquerait de diluer la qualité, d'offrir quelque chose de moins raffiné, juste pour plaire à tout le monde. Laure le regarde, prenant une profonde inspiration. « Pierre, je te demande de me faire confiance. Ce n'est pas juste une question de plaire à tout le monde. C'est une question de réinventer ce que l'on considère comme de l'excellence. L'excellence ne réside pas uniquement dans la présentation des plats, mais aussi dans la manière dont on construit un espace où tout le monde peut être accueilli et respecté. Et cela inclut nos employés. » Pierre hésite, mais il finit par accepter. Cependant, le doute continue de planer parmi d'autres membres du personnel. La question fondamentale reste: qu'est-ce qui est vraiment plus important, l'authenticité de la démarche ou l'image de prestige du restaurant? Laure sent la pression augmenter. De son côté, Sophia continue de suivre de près les évolutions du restaurant de Laure, mais les défis auxquels Laure fait face ne la laissent pas indifférente. Après tout, elle est aussi investie dans cette transformation. Elle a écrit plusieurs articles sur la diversité dans la gastronomie, sur la transformation sociale des restaurants de luxe, et sur l'impact que le changement de Laure pourrait avoir sur l'industrie culinaire dans son ensemble. Mais elle sait que ce n'est pas suffisant. Les mots sont puissants, mais ce sont les actions concrètes qui comptent. Lorsque Laure lui raconte les dernières difficultés internes au restaurant, Sophia lui propose une idée. Pourquoi ne pas organiser un événement spécial? Pas juste pour célébrer ce changement, mais pour mettre en lumière l'aspect inclusif de ton travail. Un dîner où tous les employés, chefs, serveurs, commis, tous créent ensemble un menu. L'objectif, c'est de montrer que ce changement touche tout le monde, de la cuisine à la salle, que tout le monde a une place dans ce projet. Laure réfléchit, prenant quelques instants avant de répondre. Un dîner où tout le monde participe. Je n'y avais pas pensé. Cela pourrait effectivement être un moyen de renforcer l'idée d'unité, d'égalité dans l'équipe, et de montrer aux clients que ce changement est authentique. L'idée d'un dîner collaboratif est lancée, et Laure et Sophia commencent à organiser l'événement avec l'ensemble de l'équipe. Le menu sera préparé collectivement, et l'objectif est de créer un événement où chaque employé, quel que soit son rôle, puisse exprimer sa créativité. Il s'agira aussi de célébrer la diversité culinaire et l'inclusivité, en intégrant des recettes provenant de différentes cultures, des plats inspirés par les origines des membres de l'équipe. Mais ce dîner n'est pas seulement une célébration de la diversité des saveurs. Il représente aussi une preuve tangible que l'inclusivité n'est pas un simple mouvement passager, mais une révision fondamentale de la manière dont un restaurant fonctionne, de l'accueil des clients à l'interaction avec ses employés. L'événement arrive enfin, et le restaurant est complet. Il y a une ambiance particulière ce soir-là. Les serveurs sont non seulement souriants mais impliqués dans la conception des plats, interagissant avec les clients d'une manière qui va au-delà du simple service. Le menu est dynamique et vibrant, combinant des influences afro-caribéennes, asiatiques et européennes. Chaque plat raconte une histoire, l'histoire des employés, leurs origines, leur parcours dans le monde de la cuisine. L'impact est immédiat. Les clients sont enchantés par cette nouvelle expérience culinaire. Ils ne sont pas seulement ravis de manger de bons plats, mais ils se sentent connectés à une histoire humaine qui se joue devant leurs yeux. Ils peuvent voir les visages des cuisiniers, des serveurs, de ceux qui, souvent dans l'ombre, donnent vie à l'établissement. Les critiques sont élogieuses, mais plus que tout, cet événement devient un signal fort. Le changement est réel, et il affecte non seulement la manière dont le restaurant accueille ses clients, mais aussi la manière dont il aborde la culinaire dans son ensemble.
Le lendemain, Sophia rédige un article sur cet événement, mettant en avant l'aspect collaboratif, l'authenticité de la démarche, et surtout la nouvelle vision que Laure a su imposer. Elle met en lumière non seulement la qualité des plats, mais aussi l'âme du restaurant. Ce n'est plus seulement une histoire de gastronomie de luxe, c'est une histoire de reconstruction des liens sociaux, de lutte contre les stéréotypes et de célébration des racines multiples. Le retour médiatique est massif. Les médias traditionnels comme les blogs culinaires partagent l'événement, mais au-delà de ça, des réseaux sociaux commencent à débattre de cette nouvelle approche de la cuisine, de l'hospitalité et de la lutte contre les discriminations dans l'industrie. La tendance à l'inclusivité semble s'accélérer. Quelques mois plus tard, Laure se rend à une réunion de chefs organisée par une influente association culinaire. Lors de l'événement, elle reçoit une reconnaissance formelle pour son travail de transformation. Non seulement son restaurant est désormais vu comme un modèle de diversité, mais elle devient également une porte-parole de cette nouvelle culinaire inclusive. Alors que Laure monte sur scène pour accepter la reconnaissance, elle jette un dernier regard sur Sophia, présente dans la salle. C'est une reconnaissance du travail accompli, mais aussi un symbole de la transformation qu'elles ont vécue ensemble. Leur partenariat est devenu plus qu'une simple collaboration professionnelle. C'est une alliance de principes, un combat partagé pour faire évoluer le monde culinaire. Les mois qui suivent la remise de la récompense sont un tourbillon de succès médiatique et de discussions passionnées sur la gastronomie inclusive. Laure se retrouve invitée à des conférences, des émissions de télévision et reçoit des propositions pour des collaborations avec d'autres chefs et entreprises du secteur. Chaque jour, son restaurant devient une référence en matière de diversité culinaire, et elle commence à attirer l'attention de grands investisseurs intéressés par la rentabilité de l'inclusivité. Mais comme souvent, le succès vient avec son lot de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis. Laure commence à ressentir une pression de plus en plus intense, non seulement pour maintenir l'excellence de son établissement, mais aussi pour jouer le rôle de modèle. Le public attend d'elle non seulement qu'elle continue à prouver que la diversité culinaire peut réussir, mais aussi qu'elle fasse avancer des réformes structurelles dans toute l'industrie. Elle se rend rapidement compte que l'inclusivité n'est pas simplement une question de comportement ou de gestion interne. C'est un mouvement systémique qui exige une révision complète des normes de l'industrie culinaire. Laure commence à rencontrer d'autres chefs, souvent des figures établies dans le milieu, pour discuter de l'avenir de la gastronomie. Mais elle se heurte à une résistance encore présente, plus subtile, plus insidieuse. Lors d'une rencontre avec un groupe de chefs d'un restaurant prestigieux à Paris, la conversation tourne vite autour des dernières tendances gastronomiques. L'un des chefs, Jean-Marc, un homme d'une 50aine d'années, la regarde avec un sourire condescendant. « Tu sais, Laure, l'idée de diversité et d'inclusivité, c'est bien. Mais on ne va pas non plus complètement abandonner la tradition, n'est-ce pas? La cuisine, c'est aussi un article. Il y a des techniques et des règles qu'on ne peut pas simplement effacer sous prétexte qu'on veut être politiquement correct. Tu vois ce que je veux dire ?» Laure, qui s'attendait à ce genre de réaction, garde son calme. « Je ne veux pas abandonner la tradition, Jean-Marc. Au contraire, je crois que l'inclusivité permet justement de réinventer la tradition. Chaque culture a sa propre contribution à apporter à la cuisine. Ce n'est pas une question de tout bouleverser, mais de réinventer ensemble, de comprendre comment des influences diverses peuvent s'enrichir et dialoguer. » Jean-Marc hausse les épaules, mais d'autres chefs dans la pièce, bien que ne prenant pas ouvertement position, semblent dubitatifs. Ce genre de conversation devient fréquent dans les cercles gastronomiques où Laure se rend. Bien que les médias et le public commencent à acclamer son modèle, les forces conservatrices restent puissantes, convaincues que la révolution culinaire qu'elle propose est une mode passagère. De retour au restaurant, Laure prend un moment pour réfléchir. Sophia, elle aussi, commence à sentir le poids de la notoriété croissante. Loin d'être déstabilisée, elle se sent prête à soutenir Laure dans cette nouvelle phase de leur parcours. Leur relation professionnelle est devenue un véritable partenariat, fondé sur la confiance et une vision commune. Mais la pression est palpable. Un jour, alors qu'elles dînent ensemble après une journée particulièrement éprouvante, Sophia prend la parole. « Tu vois, Laure, je pense que tu as franchi un premier palier, mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Ce n'est plus seulement une question de prouver que diversité et qualité peuvent coexister. Tu dois maintenant définir l'avenir de la gastronomie. Comment veux-tu que cette révolution soit répercutée à plus grande échelle ?» Laure la regarde avec une lueur de détermination dans les yeux. « Je sais, Sophia. Ce que nous faisons ici n'est pas simplement local. C'est un projet global.
Il est temps d'élargir notre réseau et de trouver des alliés dans le monde entier, dans toutes les cuisines et tous les types de restauration. La question n'est plus si l'inclusivité peut fonctionner, mais comment elle peut être mise en œuvre partout. Sophia hoche la tête, comprenant où Laure veut en venir. Mais avant d'aller trop loin, il faut s'assurer que ton modèle reste solide. Cela veut dire renforcer ta structure interne, s'assurer que le restaurant est un véritable modèle d'excellence. Ce n'est pas juste une question de changer les mentalités, mais de créer un système où l'inclusivité est intégrée dans chaque aspect de la chaîne de production culinaire. Laure décide donc de concentrer ses efforts sur l'internationalisation de son projet. Elle commence par organiser des ateliers culinaires dans différentes villes du monde, où chefs et restaurateurs viennent étudier son approche de la diversité et de l'inclusivité. L'idée est de montrer que son modèle peut être répliqué ailleurs. Elle veut créer un réseau mondial de chefs inclusifs, un mouvement qui dépasse les frontières géographiques, culturelles et sociales. Mais alors qu'elle voyage à travers l'Europe et l'Amérique pour ses ateliers, une nouvelle tension apparaît. Des chefs et des restaurateurs des marchés traditionnels commencent à s'interroger. Dans certains milieux, sa démarche est perçue comme une menace à un modèle culinaire plus classique. Lors d'une conférence à Londres, un chef réputé prend la parole. « Je comprends l'idée derrière l'inclusivité, mais qu'en est-il de la qualité ? Nous avons nos propres traditions, des siècles d'histoire derrière nos recettes. Doit-on tout abandonner pour plaire à des nouveaux consommateurs ?» Laure se retrouve à défendre son modèle avec ferveur. « Ce que je propose, ce n'est pas de sacrifier la qualité, c'est de réinventer ce que nous entendons par excellence. L'excellence ne réside pas dans une recette figée, mais dans la capacité à innover tout en respectant les valeurs humaines et sociales. » Elle se rend vite compte que ce débat ne se limite pas à une simple question culinaire. C'est une affaire de principe, un combat pour définir ce que l'on considère comme un modèle culinaire pour l'avenir. En rentrant de son dernier voyage, Laure trouve une lettre sur son bureau. Elle est signée par Vincent Leclerc, le critique qui l'avait mise en difficulté il y a quelques mois. Le contenu de la lettre est plus surprenant qu'elle ne l'aurait imaginé. Laure, après avoir observé de près l'évolution de ton restaurant et vu l'impact que tu as sur l'industrie, je te propose un partenariat. Nous pourrions travailler ensemble à un projet culinaire mondial qui mettrait en valeur ce que tu as réussi à accomplir. Je suis prêt à être un allié, non un critique. Laure lit la lettre plusieurs fois. Un allié ? Vincent, celui qui l'avait presque poussé à abandonner son rêve de diversité culinaire ? Le doute s'installe dans son esprit, mais cette proposition ouvre aussi une nouvelle porte. Elle sait que pour faire avancer son projet à une échelle internationale, elle doit commencer à construire des ponts, même avec ceux qui étaient autrefois ses adversaires. Laure passe plusieurs jours à réfléchir à la proposition de Vincent Leclerc. C'est une décision importante. Elle n'a jamais été du genre à chercher la reconnaissance dans les cercles élitistes de la critique culinaire, mais ce partenariat pourrait bien être un tournant stratégique pour la reconnaissance internationale de son restaurant et de ses valeurs. Cependant, elle ne peut pas ignorer le passé de Vincent et la manière dont il a tenté de discréditer son travail. La question qui se pose dans son esprit est la suivante. Accepter cette alliance reviendrait-elle à compromettre ses principes, ou au contraire serait-ce un moyen de les renforcer? Les nuits sont longues et les débats intérieurs intenses. Laure finit par prendre une décision. Elle répondra à la lettre, mais à ses conditions. Elle n'est plus la jeune chef qui a peur d'être rejetée ou mal jugée. Elle est désormais une figure de proue dans la révolution culinaire qu'elle a initiée, et cette réponse doit refléter son engagement total envers l'inclusivité, sans jamais sacrifier ses valeurs. Elle prend donc son téléphone et envoie un message à Vincent. Elle lui écrit « Vincent, je suis prête à discuter d'une collaboration, mais je tiens à ce que cela soit clair. L'inclusivité, la diversité et l'égalité ne sont pas négociables. Si nous devons travailler ensemble, il faudra que nous soyons d'accord sur ces principes fondamentaux. Ce n'est pas une mode passagère, c'est une révolution dans notre manière de voir la cuisine, et j'ai besoin d'être certaine que tu partages cette vision. » Elle laisse son téléphone sur la table et se tourne vers la fenêtre. Le soleil commence à se coucher, projetant une lumière dorée sur la ville. Pour la première fois depuis longtemps, Laure se sent sereine. Elle a pris une position, et quelle qu'en soit l'issue, elle est prête à l'assumer. Quelques jours plus tard, Vincent lui répond, non pas par écrit, mais en personne. Il demande à la rencontrer au restaurant. Leur entrevue est un mélange de tension et d'opportunisme, mais aussi de révélation. Lorsque Laure le voit entrer dans le restaurant, elle remarque que son expression a changé. Il est moins sûr de lui,
moins implacable que lors de leur première rencontre. Peut-être que le succès de Laure, l'impact qu'elle a eu sur l'industrie, l'a fait réfléchir. Ils se saluent cordialement, et Vincent prend place à une table au fond du restaurant. Il s'adresse à Laure avec un ton plus respectueux qu'auparavant. « Je comprends maintenant ce que tu veux dire, Laure, commence-t-il. Je suis le premier à admettre que j'ai mal jugé ton approche. J'ai regardé de trop près l'industrie traditionnelle et j'ai ignoré le fait que la culinaire est en constante évolution. Peut-être qu'il est temps de casser les codes. Je veux faire partie de ce changement. » Laure le fixe un moment, cherchant à lire entre les lignes. « Et si je comprends bien, tu veux travailler avec moi à la promotion de ce changement. » Vincent acquiesce, mais avec prudence. « Exactement. Mais j'ai mes conditions aussi. Je crois en l'inclusivité, mais je suis aussi un homme d'affaires. Il faut que ce partenariat soit bénéfique pour les deux. Pas question d'abandonner la qualité ou d'entrer dans un circuit médiatique qui dilue l'essence de ce que tu fais. » Laure hésite. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de tomber dans le piège du show-business culinaire. Mais à l'inverse, elle comprend que ce partenariat pourrait ouvrir des portes qui autrement seraient inaccessibles. Elle pose une question cruciale. « Et qu'est-ce que tu proposes concrètement, Vincent ?» « Je propose de créer une plateforme culinaire qui combine l'excellence gastronomique avec une réflexion sur la diversité. Nous pourrions organiser des événements dans plusieurs grandes villes, des dîners exclusifs où des chefs de différentes cultures viendraient présenter des plats qui fusionnent leurs traditions respectives. Ce ne serait pas juste un spectacle, ce serait un vrai laboratoire culinaire, un lieu d'échange intellectuel. » Laure réfléchit longuement. Ce projet a le potentiel de bousculer les conventions et de mettre en lumière des chefs qui n'ont pas forcément accès au circuit traditionnel. Elle sent qu'elle est à un carrefour de sa carrière, et que la décision qu'elle prendra maintenant pourrait en changer le cours. « Je suis d'accord, mais à une seule condition, dit-elle enfin. Tu devras engager une équipe diversifiée pour organiser et gérer ce projet, et chaque événement devra être accessible à tous. Nous ne voulons pas que ce soit réservé à une élite. L'inclusivité doit être au cœur de cette initiative, pas simplement dans les discours, mais dans les actions concrètes. » Vincent sourit légèrement. « Tu as ma parole. » Au fur et à mesure des semaines qui suivent, Laure et Vincent travaillent sur ce projet commun. Ils rencontrent des chefs de différents horizons et construisent une équipe pour faire de ce partenariat une véritable réussite. Les premiers événements sont organisés à Londres et à Barcelone, attirant l'attention des médias internationaux. La première soirée à Londres est un succès. Le restaurant est plein à craquer, avec des invités venus de tous horizons, des chefs, des critiques gastronomiques, des influenceurs et des amateurs de cuisine. Chaque plat est une œuvre d'art, une fusion parfaite des cultures. Les invités se laissent emporter par l'émotion qui émane de chaque assiette, mais surtout de l'intention qui se cache derrière. Mais alors que le succès semble au rendez-vous, Laure commence à remarquer que certains détails la dérangent. Vincent, par exemple, prend un peu trop souvent les rênes des discussions, orientant les conversations vers une vision plus commerciale du projet. Il insiste pour que certains événements soient sponsorisés par des grandes marques de produits alimentaires de luxe et propose de commander des plats plus conventionnels pour plaire à des clientèles plus traditionnelles. Laure sent que ses valeurs sont mises à l'épreuve. Elle n'a pas fait ce travail pour voir ses principes mis de côté pour plaire à la masse. Elle se sent de plus en plus oppressée par les décisions financières de Vincent, qui semblent entrer en contradiction avec l'objectif de généraliser l'accès à une cuisine diversifiée et inclusive. Un soir, alors qu'ils sont à Paris pour un nouvel événement, Laure prend la parole lors d'une réunion stratégique avec Vincent. « Je crois qu'il faut repenser l'approche de ce projet, Vincent. Si nous continuons à faire des compromis, nous risquons de perdre ce qui a fait la force de cette initiative, la vérité de la démarche. L'inclusivité ne peut pas être commercialisée à tout prix. » Vincent la regarde, son sourire disparaissant lentement. « Tu penses vraiment que ce que nous faisons va changer quoi que ce soit si nous restons dans notre coin, Laure ? Tu veux continuer à te battre contre un système culinaire monopolisé par les grandes entreprises ?» Laure serre les dents. Elle comprend que le chemin qu'elle emprunte est loin d'être simple. Elle devra peut-être choisir entre continuer à collaborer avec Vincent, avec tous les compromis que cela implique, ou bien prendre son indépendance et poursuivre sa propre vision, même si cela signifie se retrouver seule.